Bonjour à tous, bonjour Eric Woerth, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le dis pour la forme évidemment, mais tout le monde le sait, député Ensemble pour la République de l'Oise, ancien rapporteur général, président de la Commission des Finances, pas rapporteur c'est vrai, et ça tombe bien parce qu'on va beaucoup parler de budget aujourd'hui. Juste quelques mots avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le site internet, le portail vidéo de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer. Et petite particularité aujourd'hui, nous accueillons avec Nathalie Moret des étudiants en journalisme de l'IPJ Dauphine qui poseront éventuellement quelques questions qu'ils ont préparées au cours de la rencontre. Et pour commencer, une première question sur le budget, évidemment, avec Chantal Didier. Oui, bonjour, monsieur Woerth. Bon, là, il y a eu le débat en commission. On a vu qu'il y avait une majorité pour augmenter les impôts. En revanche, il y a une autre majorité pour rejeter cette augmentation. Alors, certains disent que cette discussion est baroque. Vous qui avez l'expérience des débats budgétaires, est-ce que vous avez déjà vécu cela ? Et est-ce que vous pensez que ce sera exactement la même chose dans l'hémicycle, quoi ? Merci d'abord de m'avoir invité à cet échange. Je l'ai pratiqué depuis longtemps, mais je suis heureux de voir des journalistes et de jeunes journalistes, ou futurs, en devenir. On a rarement autant, dans la même journée, perdu le nord de la boussole, quoi. Ça tourne beaucoup. C'est un truc. Un matin, on est dans la majorité. L'autre matin, ou l'autre après-midi, on vote contre son propre texte parce qu'il a été dénaturé. Je pense que c'est difficile à comprendre. Honnêtement, pour les députés, il faut faire le grand écart. Mais tout le monde n'est pas si souple que ça. Et puis pour les Français, par votre intermédiaire, puisqu'en général, ça passe par votre intermédiaire, ou en direct dans les réseaux sociaux, c'est assez compliqué de comprendre les choses. Hier soir, j'ai voté contre l'article 3, je crois, parce qu'il avait été complètement dénaturé sur l'impôt, sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, sauf si vous le souhaitez, mais elle avait été totalement dénaturée puisqu'elle ne devenait plus exceptionnelle. Donc c'est des sujets. On est à un moment donné, sans doute, après c'est l'histoire qui jugera, ou une période, sans vouloir être emphatique, assez historique pour le pays. C'est un terme que j'emploie pas souvent, historique, parce que comme il est employé tout le temps, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais quand même, on a un monde qui change de manière considérable, avec des conflits partout d'une extrême violence, et assez structurant malheureusement, le rejet du modèle occidental, etc. Tout ça était la renaissance d'un antisémitisme politique extrêmement viscéral. C'est évidemment beaucoup de sujets extrêmement dangereux, et on ne peut pas rester dans une période d'instabilité. Donc ça se stabilisera, mais il faut vérifier que la pièce, elle va tomber du bon côté et pas du mauvais côté. Et dans notre pays, c'est un peu pareil au fond. Et comme c'est un pays qui manie la dépense publique quand même d'une certaine manière à outrance, c'est toujours une solution, quel que soit le problème. C'est un sujet de volume de dépenses publiques pour beaucoup de monde. Ça veut dire que beaucoup, au fond, de l'action publique est considérée comme une réponse. Donc on attend beaucoup d'un gouvernement. Dans d'autres pays, on attend un peu moins, quoi. On répartit un peu la charge. Et on est construit comme ça, c'est notre culture. Et ce budget, il vient à un moment donné où les déficits publics, c'est-à-dire la santé de nos finances publiques, est apparu comme plus dégradé que ce qu'on pensait. Alors après, on essaiera de comprendre ensemble comment et pourquoi, mais il faut y répondre. Et avec une absence totale de majorité. Il y a une majorité relative, mais fragile, et puis une très grande... Chacun à un moment donné peut être majoritaire. Si l'extrême gauche vote avec l'extrême droite, elle est majoritaire. Si l'extrême droite, elle vote avec le bloc central, il est majoritaire. Tout le monde peut être à un moment donné majoritaire. Le sujet d'ailleurs sur les retraites
qui va arriver le 31, mais qui verra les premières escarmouches au moment du PLFSS, puisqu'il y a des articles retraite. On verra bien s'il y a des collusions qui se font. On le voit sur les nominations, ce qui en soi n'intéresse pas grand monde, mais enfin quand même structure l'Assemblée nationale, son bureau, sa capacité à décider, à présider des commissions. Donc, comment essayer de redonner de la stabilité ? Je pense que c'est par le mouvement. Je pense qu'à un moment donné, en bon sarkozyste, voilà, ça remonte à quelques temps, Nicolas Sarkozy disait toujours, alors peut-être que d'autres le disaient avant et qu'il ne l'avaient pas inventé, mais que quand même, si on court pas assez vite, on est une cible immobile et donc on est vite abattu. Cette situation de grande confusion que vous décriviez avec ce qui s'est passé notamment en commission, et on voit que c'est en train, à ce stade en tout cas, de prendre le même chemin dans l'hémicycle, c'est-à-dire un texte largement remanié, le socle gouvernemental du coup qui vote contre, le nouveau Front populaire qui vote pour la partie recette du budget. La faute à qui finalement? On reviendra sur les orientations, sur les mesures ensuite, mais est-ce que c'est la configuration politique que vous évoquiez qui veut ça? Est-ce que c'est un manque de préparation, aussi peut-être pour des questions de temps, mais du gouvernement avec son propre socle gouvernemental, puisqu'on voit que le socle gouvernemental manque parfois de cohésion et de cohérence avec ce qui est proposé? Est-ce que c'est la faute aux oppositions qui profitent de la situation pour envoyer un certain nombre de messages politiques tout en sachant qu'in fine, ce n'est pas ce qui sera retenu dans le budget? Est-ce que, notamment, dans la coordination entre le gouvernement et le socle gouvernemental, l'ex-majorité présidentielle et la droite républicaine, il n'a pas manqué quelque chose à ce stade? Il a manqué du temps, il manque une stabilité. Enfin, au fond, tout ça est le fruit, et les Français, d'ailleurs les Français ils n'ont pas une vision collective du résultat. Chacun vote et s'exprime personnellement, comme dans toute démocratie. Quand on regarde ce qu'a donné ce vote, c'est-à-dire pas de clarification dans le domaine de la majorité, contrairement sans doute à ce que souhaitait le président de la République quand il a dissous, parce que s'il souhaitait ça, effectivement, c'était pas une bonne idée de dissoudre. Mais il souhaitait évidemment consolider une majorité relative qui avait atteint ses limites. Donc on a besoin absolument de retrouver un fil conducteur. Et la majorité elle-même, compte tenu des sujets qui sont abordés, elle est fragile, elle est assez collective. Je pense qu'il y a des expressions individuelles, mais je me comprends là-dedans, d'ailleurs, qui ne correspondent pas toujours, au fond, aux souhaits du groupe auquel j'appartiens, mais en plus de la coalition dans laquelle je suis. LR a d'autres approches parfois, le MoDem, on l'a vu encore hier, a d'autres approches. Je sors de la commission des finances où on est pour avis sur le PLFSS. On voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas en accord. Peut-être qu'il faut considérer que c'est maintenant un mode de fonctionnement assez permanent et qu'on a besoin de discuter. Mais comme on n'a pas discuté avant, au moment de la formation du gouvernement, vous avez suivi tout ça, on ne va pas y revenir, ça a pris un certain temps. Comme on n'en a pas discuté avant, comme dans toute bonne coalition, où on discute d'abord du fond et puis après on met les hommes et les femmes qui vont faire vivre cette coalition. Le Premier ministre a été nommé, il a passé beaucoup de temps à organiser, ce qui est d'ailleurs assez naturel, son gouvernement. Et puis après, ils ont commencé à mettre du fond. On voit bien que cette période-là, c'est un peu celle qu'on vit aujourd'hui. En général, ça se passe en conclave, on n'en parle pas trop publiquement, et que là, on en parle publiquement sans arrêt, quoi, au moment de l'expression de texte. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on est à un moment donné un choc de calendrier. Qu'il faut une réponse, puisque ça nous serait arrivé au mois de février, on avait à la limite un peu plus de temps, mais tout cela arrive au moment où on commence la discussion budgétaire, qui est une discussion clé, et on commence de manière assez... je ne dirais pas brutale, mais enfin, il faut trouver de l'argent, quoi. Donc il faut réduire la dépense publique. Quand en général on n'y arrive pas, il faut y arriver. Et puis il faut augmenter les impôts quand on ne veut pas les augmenter. C'est ça l'équation que doit résoudre le bloc majoritaire. Et ça prédomine tout. C'est pour ça qu'il faut, quand je disais qu'il faut bouger, la seule solution, c'est quand même d'avoir derrière
une idée des réformes que le gouvernement veut porter. Et ce n'est pas une expression tout à fait théorique que je dis. On est capable de réunir des majorités, je le pense. Je pense qu'on peut créer plus de consensus qu'on ne le croit. Alors, consensus, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, en tout cas, de trouver moins d'opposition qu'on ne le pense. On peut le faire sur la santé, sans doute. On peut le faire peut-être sur l'école, parce que s'il y a bien un sujet qu'on partage, c'est cela, même si on ne le partage pas complètement. Et on peut peut-être trouver des réformes utiles, efficaces, bien pensées. On peut le faire sur le sujet qui m'a occupé il y a quelque temps, la décentralisation, qui n'est pas du tout un truc uniquement d'élus. C'est l'exercice du pouvoir. C'est comment on répartit le pouvoir en France, entre le national et le local. Comment la Ve République, elle accepte de décentraliser sans évidemment perdre de sa capacité à décider avec un président élu au suffrage universel. Et comment on structure la dépense publique. Derrière, c'est une structuration de la dépense publique. On peut trouver des points d'accord avec le Sénat, on peut trouver des points d'accord même avec l'Assemblée. Compte tenu du fait qu'il y a très très peu de gens qui ont une expérience approfondie de la gestion des collectivités locales. Aujourd'hui, les députés, ils ont passé 10 minutes sur un marché, ils pensent qu'ils connaissent parfaitement bien les citoyens et les sociales. Bon, avant, il fallait une bonne dizaine d'années. Bon, admettons que le temps se soit accéléré. Mais il y a un consensus quand même pour penser que les élus locaux, c'est important, les décisions locales, c'est important, et que le citoyen, il doit de plus en plus savoir ce qui relève, au fond, de décisions nationales où on engage la nation pendant longtemps, et puis de décisions locales et des services publics locaux qui sont 80% de leur consommation des services publics, ou 70%, parce qu'il y a quand même la santé. Donc ce choc d'avoir à faire des réformes de structure sans beaucoup de majorité, mais il est possible, mais il prend du temps, avec un choc d'urgence qui est dans le PLF et le PLFSS, de rectifier le surplus de déficit que nous connaissons, et c'est pas 0,2% de PIB, c'est 2 points de PIB, ou à peu près. Et ça nécessite donc du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le court terme va rejoindre l'expression du long terme. Parce que comme pour réduire les déficits publics et l'accroissement de ces déficits et les mauvaises prévisions qui avaient été faites, c'est pas sur une année. On voit bien que ça va prendre plusieurs années. C'est pas nouveau, hein. J'étais parmi ceux qui le disent depuis longtemps. Il faut 5, 6, 7 ans d'une politique constante. Et la vie politique n'est pas une vie politique organisée autour de la constance. Elle est organisée autour de l'inconstance. On change les gens, on change de politique, on rectifie en fonction des humeurs, en fonction des crises, en fonction de l'émotion. Sur les finances publiques, l'émotion, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des motions de censure éventuellement, mais l'émotion tout court, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et on a besoin d'avoir un pays à peu près souverain. Que vous vouliez faire une politique de droite, une politique de gauche, vous avez besoin de finances publiques qui vous permettent, au fond, à un moment donné, d'accélérer ou de ne pas accélérer, de laisser plus de temps là, au secteur privé pour investir, ou au contraire, de réinternaliser totalement sur le plan public plein de choses. Donc vous avez l'ensemble de ces débats qui se contrechoquent aujourd'hui. On va commencer à prendre des questions, d'autant qu'il faut qu'on vous libère du côté de 12h25, je crois. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous venez de dire on a besoin de retrouver un fil conducteur politique. Mais n'est-ce pas plus grave? N'a-t-on pas perdu le fil conducteur économique? Est-ce qu'il y a vraiment un consensus sur un minimum de ce que certains appellent le cercle de la raison? Alors, comme vous le savez, demain, le MEDEF lance un front économique pour expliquer, essayer de faire comprendre aux différentes couches de la nation comment se fait une production, comment elle est compétitive, etc. Est-ce que donc, au sein de cette assemblée, il n'y a pas un basculement pour, au fond, des formes de majorité qui ne sont pas dans ce cadre-là? Non, enfin, il y a une partie, notamment tout ce qui relève du front de gauche, hein, qui est quand même assez mélenchonisé, même les socialistes. On s'aperçoit quand même que c'est clair, hein, c'est une révolution. Ils ne sont pas d'accord de l'organisation de la société dans laquelle on vit. Ils veulent faire table rase et puis reconstruire autre chose. En général, ça se passe très très mal, la reconstruction. On a vécu ça dans l'histoire, et pas que dans notre pays, dans plein d'autres pays. En général, ça se passe très très mal et dans une violence extrême. Mais c'est ce qu'ils souhaitent. Et d'ailleurs, leur expression est un peu en bémol par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois, mais elle reste une expression extrêmement agressive. Au fond, un positionnement politique agressif.
Bon, donc sur le plan économique, on ne partage rien avec eux. Ils ne croient pas en l'entreprise, ils ne croient pas à la redistribution des richesses, ils pensent qu'il y a des poches de richesses et de privilèges qui sont partout en France, il faut crever ces poches. Voilà. Souvent vous les crevez, mais enfin vous crevez aussi beaucoup de gens avec, et puis vous vous trompez, puis vous étendez, puis vous élargissez, puis c'est tout le pays qui devient absolument ingouvernable. Et donc on voit bien qu'ils ont des solutions sur tout, hein. Sur les retraites, c'est pas compliqué, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes, il faut payer. Même chose sur le PLF, c'est pareil, c'est pas très compliqué, il faut que ceux qui peuvent payer payent, et ils sont très nombreux, c'est les riches, à partir de, grosso modo, on est toujours autour de 5-6 000 euros, hein. Et puis il y a les ultra riches, les hyper riches, il y a tout le monde, il y a plein de stratifications des riches, puis à un moment donné, vous tombez quand même, quand les tout petits riches, parfois, à un moment donné, ça devient des cadres, quoi, ou des employés qui gagnent bien leur vie, ou des artisans qui gagnent bien leur vie. Et donc ça, c'est extraordinairement dangereux. Nous, on a un fil conducteur. C'est celui de la croissance. C'est celui de l'entreprise. C'est celui de la création de richesses. C'est d'une banalité extrême, mais moins dans les décisions. C'est quand même la richesse créée qui fait qu'on en distribue, quoi. Et la France est un des pays les plus, sinon le pays le plus redistributeur au monde. Vous connaissez les écarts de richesse, vous savez ce que ça donne avant et après redistribution. Donc c'est absolument considérable. Et tout ça est oublié. Tout ça est considéré comme si ça n'existait pas. Quand on écoute les débats, on a vraiment l'impression qu'on est dans le pays le plus injuste au monde. Vraiment cette impression-là. Et puis vous allez à votre pharmacie, vous achetez les médicaments qu'on vous a prescrits, on vous dit combien je vous dois, on vous dit rien du tout, évidemment. Tout ça est passé dans le droit commun, comme si personne ne payait, comme si derrière il n'y avait pas des organisations qui fonctionnent. Puisqu'on nous dit que le service public est un naufrage. Non, pas tant que ça. Ok, les trains n'arrivent pas toujours tellement à l'heure, on a beaucoup de mal à trouver un médecin dans de bonnes conditions. L'enseignement scolaire doit être, c'est le moins qu'on puisse dire, amélioré. Ok, évidemment. Enfin, c'est pas un naufrage complet. Cette façon de présenter la France comme une sorte de France toute noire, toute flétrie, qui va décrocher au fur et à mesure du temps et qui a besoin d'autant de sauveurs qu'il y a de candidats aux élections présidentielles. C'est une drôle de manière de penser à son pays. Évidemment qu'on a des enjeux, des défis qui sont absolument considérables. Évidemment qu'on n'a pas d'argent pour les relever, ou très peu d'argent pour les relever. Évidemment qu'il y a des services publics dont on ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas se satisfaire du fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. On ne peut pas se satisfaire du fonctionnement aujourd'hui de l'enseignement. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est la manière dont on fait les choses aujourd'hui. Et on n'incrimine personne. Donc tout ça, ça doit être remis d'équerre. J'espère que le gouvernement Barnier peut y arriver, parce que beaucoup de choses ont été dites, écrites. Lui-même a une expérience, et je pense que c'est une bonne chose, tout d'un coup, de nommer des personnalités qui ont de l'expérience. C'est pas complètement con, l'expérience. Ça peut être utile, on peut mélanger la jeunesse et l'expérience, ça fait un truc pas si mal. Donc on verra, et je pense qu'on va le voir très vite. Parce qu'il faut abandonner cette discussion assez brutale et au fond pas très, pas très sophistiquée qu'est le PLF, mais parce que les circonstances exigent cela. Je dois être moi-même capable de voter des trucs auxquels je n'adhère pas. Je n'adhère pas à l'idée d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Je n'adhère pas à l'idée, etc., etc. Mais je considère que c'est une réponse de court terme absolument nécessaire. Et pour que je puisse le faire comme d'autres comme moi, pour que je puisse le faire, il faut derrière que tout ça soit sous-tendu par une vision de la société française qu'on attend dans l'urgence présentée par le Premier ministre. Son discours de politique générale donnait des éléments. Je pense qu'il va aller plus loin dans ce domaine-là d'ici peu. Je rebondis juste avant de passer la parole à Anita et à François. Vous dites que notre fil conducteur, c'est la croissance. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'effort de 60 milliards, alors après la répartition fait l'objet de discussions présentées par le gouvernement, est à la fois souhaitable, on entend que oui, et tenable? Certains, de Pierre Moscovici pour le Haut Conseil des finances publiques à Charles de Courson, le rapporteur général du budget ici, considèrent que c'est peut-être un peu trop et qu'il y a un risque d'effet, non pas de récession, mais récessif. Je
ne sais pas si c'est 50 ou 60, personne ne pourra vous le dire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de vérité, vous ne savez pas s'il y a un niveau de déficit qui scientifiquement vous amène à vous écraser ou pas. Ça n'existe pas. Le problème, ce n'est pas la soutenabilité au fond de la dette, comme on dit d'habitude, c'est la soutenabilité du niveau de dépenses publiques. Ça, c'est le problème. Et donc ça veut dire que ça vous renvoie à l'idée de structuration de la dépense publique autour de réformes sur les politiques publiques elles-mêmes. Donc vous rentrez au cœur des choses, vraiment. Alors si on le découvrait, il faudrait beaucoup de temps pour l'analyser, mais ces analyses, elles sont sur le marché public, quoi. Il y a eu plein de rapports, il y a eu plein de gens intelligents qui ont fait des choses, il y a eu plein de gens qui ont... Il faut juste oser, quoi. Il faut bien choisir, pas si facile, hein. Il faut bien prenez l'éducation nationale, par où vous tirez un fil, c'est pas si simple. Entre le symbolique et puis le réel, le fond. Il faut faire des deux. Et il ne faut pas se tromper. Si vous mettez deux mauvais fils ensemble, ça fait quand même un arc électrique dangereux. Donc je pense réellement que on est face à ces défis, qu'on peut arriver à les... Après, c'est sûr que c'est un peu récessif. Augmenter les impôts, baisser les dépenses brutalement, mais c'est chiffré. Voilà. C'est un peu récessif, mais c'est un passage obligatoire. Il ne faut pas que ce soit profondément et structurellement récessif. Et donc il faut que l'activité derrière elle reparte. Mais on a des éléments. D'abord, les entreprises ont pas mal investi ces dernières années depuis le Covid, et il faut qu'elles reprennent un chemin d'investissement un peu bloqué pour l'instant. Les foyers, nous-mêmes, on a pas mal épargné pour ceux qui pouvaient. Bon, donc on a un taux d'épargne important, donc il y a une réserve de consommation qui peut aussi être extrêmement utile. Nos exports vont un peu mieux dans un grand déficit, hein, quand même. Mais enfin, elles vont un peu mieux parce que les entreprises ont conquis des marchés. Voilà. Le temps de travail est un sujet moins tabou qu'il ne l'était. Moins tabou quand même. Et donc on voit bien que quand même, l'inversion de la courbe du chômage, je sais bien qu'elle est contestée, mais tout est contestable. Aujourd'hui, tout est contesté. L'INSEE sort un truc, c'est contesté. Le BIT sort un truc, c'est contesté. Donc on ne sait même plus, même les diagnostics, on peut dire qu'il vaut mieux avoir un bon diagnostic, et après comme ça, on a un consensus sur le diagnostic, on avance. Mais il n'y a même plus de consensus sur le diagnostic. Vous n'êtes même plus d'accord sur la chiffre du BIT en termes de chômage. Et quand l'INSEE fait ses études sur les écarts de revenus, etc., on vous dit que ce n'est pas vrai. Donc on peut toujours dire qu'on veut s'écouter, mais il faudrait au moins croire à peu près, en France, il y a encore des gens à peu près objectifs, quoi. Et oui, voilà. Anita. Oui. Parler de l'ampleur des déficits publics. Je trouve que vous avez un regard assez détaché face à ces déficits. Et vous dites qu'il faudra des années pour redresser la barre, ça c'est sûr, mais vous n'avez rien vu venir ? Non, mais détaché, moi, je ne suis pas un mnémotif, donc je ne vais pas me précipiter, pleurer, m'arracher les cheveux qui me restent et me fouetter. Hein, c'est pas, moi, je considère qu'il y a trop de dépenses publiques, mais je le considère depuis longtemps, je l'ai dit. Quand j'étais ministre, j'ai essayé de le faire quand même. Honnêtement, on a réduit de 150 000 ou 160 000 le nombre de fonctionnaires, c'est parce que la masse salariale, ça représente quelque chose. On a lancé un mouvement de réforme de l'État avec une méthodologie, parce qu'il faut du temps, avec une méthodologie qui a été approfondie. C'est la seule dont vous vous souvenez d'ailleurs, RGPP. Donc c'était, c'est d'ailleurs, voilà. Enfin, on a toujours fait beaucoup de choses. On a vendu de l'immobilier, on a fait une réforme des retraites parce que c'est la première, en tapant le seuil des 60 ans qui était tabou. Il n'y avait rien de pire que les tabous parce que c'est la première dépense publique. Donc on essaye. Je pense que chaque gouvernement il essaye. Et moi-même j'ai essayé de faire des choses. Mais là, je parlais des quelques dernières années. Moi, je suis pas blasé. Sinon, l'expérience ne sert à rien. Mais je crois qu'il y a d'autres moyens. L'efficacité. En fait, on a moins d'eau. Il faut faire très attention à cela. On a des crises de tous ordres. Et ben, c'est la même chose avec la dépense. On doit la rendre un peu plus rare qu'elle ne l'est. On n'a pas une sorte de masse abondante. Tout d'un coup, il pleut énormément, on recharge les nappes, et puis après... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on doit être économe sur la dépense publique, donc faire très attention à la manière dont on dépense. J'entends ça depuis toujours. Sauf que, nous, on avait essayé de le faire, et c'est indéniable, sauf que ça a été très vite abandonné. Et
et ce Parlement où nous sommes, cette Assemblée nationale où nous sommes, qui serait un merveilleux lieu d'évaluation de la dépense publique et de contrôle de la dépense publique, je rappelle que c'est notre rôle, au-delà de légiférer, est incapable de le faire. On avait d'ailleurs avec le ministre Saint-Martin à l'époque, quand il était rapporteur du budget, avec aussi quelqu'un qui n'est plus parlementaire, mais Amélie de Montchalin, on avait réfléchi entre majorité et opposition à comment faire en sorte qu'un Parlement il évalue mieux l'efficacité de la dépense publique. Alors je sais bien que le Parlement il peut être de droite, de gauche, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, donc il ne peut pas y avoir un consensus comme à la Cour des comptes ou ailleurs, mais il peut y avoir une approche. Il peut y avoir une approche sur les objectifs poursuivis par une politique publique et les résultats obtenus. Et au fond, le ratio entre l'argent qu'on y a mis et les résultats qu'on obtient. Ça, on peut le faire. Et on devrait faire varier les politiques publiques en fonction de cela. Et je pense que, mais ce n'est pas une solution pour l'année prochaine, je pense qu'il faut absolument que le Parlement se saisisse de ça. J'ai écrit à la présidente de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, pour lui dire, avant la dissolution. François Gervais, Raison politique. Vous avez parlé de la décentralisation et des relations avec les collectivités locales. Que pensez-vous de l'idée qui plane sur le retour de la taxe d'habitation? Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne solution? Et une autre question, d'autre part, c'est dans la simplification des strates du millefeuille administratif. Est-ce que vous êtes pour le retour à la proposition de M. Sarkozy, c'est-à-dire le mandat unique député, région et département. Conseiller territorial. J'ai écrit 200 pages pour dire tout ça, de façon extrêmement approfondie. C'est peut-être que, d'ailleurs, il y a sans doute peu de lecteurs en dehors de quelques personnes qui ont envie de... Mais c'est sérieux, c'est très sérieux. Sur la taxe d'habitation, ce serait horrible de recréer la taxe d'habitation. Enfin, vis-à-vis des Français, alors ce serait un déni de parole publique. Déjà, la parole publique n'est pas très crédible. Mais alors là, quand vous supprimez un impôt qui s'appelle la taxe d'habitation, c'est un choix politique. Moi, j'étais contre à l'époque, mais je ne refais pas le débat. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, quand il avait été candidat, non, il n'était plus président, mais quand il avait été tenté de revenir par la primaire, etc., de revenir, il souhaitait présenter une mesure de cette nature. C'était dans l'air depuis longtemps. Moi, je m'y étais opposé à l'époque où je travaillais avec Nicolas Sarkozy, et je m'y suis opposé quand Emmanuel Macron a voulu le faire. Pourquoi ? Parce que c'était, je pense, extrêmement dangereux de rompre le lien entre celui qui paye et celui qui consomme un service public. Comme ça, il y a un lien de responsabilité, au fond. Bon, ça a été supprimé. On ne va pas la recréer maintenant. On ne va pas dire aux gens, on a augmenté votre pouvoir d'achat parce qu'on a supprimé votre taxe d'habitation. Enfin, il n'y avait quand même que 50% des Français qui la payaient. Et puis en même temps dire aux propriétaires, vous inquiétez pas, vous allez retrouver une taxe d'habitation. Mais alors en plus, seconde lame, votre foncier a augmenté parce que les collectivités, pas l'État, les collectivités ont décidé d'augmenter le foncier. Et pas pour faire une contrepartie à la taxe d'habitation manquante, parce que l'État avait compensé la taxe d'habitation avec de l'argent qu'il n'avait pas. Bon, je pense qu'il faut évidemment pas faire cela. Moi, j'ai proposé un système financier très très nouveau où d'abord on se parle entre adultes et pas uniquement avec des collectivités qui sont infantilisées par rapport aux décisions du gouvernement. Ça, c'est plus possible. Ça nécessite des modifications organiques. Ça nécessite une gouvernance des finances publiques locales qui soit un dialogue entre l'État et les collectivités locales. Ça nécessite un partage de l'impôt national, mais pas des bouts de TVA envoyés par-ci par-là. Un partage organisé, etc., etc. Et sur les strates, j'en ai encore parlé hier avec Catherine Vautrin, et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec Mathilde. On verra comment ils reprennent ce rapport, et comment ils le mettent sur la table, en réalité, pour commencer un dialogue avec les collectivités qui ne peut pas être le dialogue du PLF. Le dialogue du PLF, c'est un effort immédiat, c'est assez brutal. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une tension très forte qui existait avant, mais qui, à un moment donné, va se traduire par entre des grands partenaires
du service public et des politiques publiques, l'État et les collectivités, en un dialogue de sourds absolu, teinté de haine. Vraiment, enfin, quand vous entendez André Léniel en commission des finances il y a 10 jours, vous êtes passé quasiment à la haine. L'enfer, c'est l'État, et le paradis, c'est les collectivités. C'est un peu plus compliqué que ça. Quant au millefeuille, non, on ne peut pas supprimer de strates. Ça, c'est bien dans les colloques, c'est bien dans les think tanks, c'est bien dans les livres. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Vous n'aurez jamais de majorité, ni au Sénat, ni ailleurs, pour voter ça. Donc il faut juste l'organiser. Pourquoi il y a beaucoup de feuilles au millefeuille? C'est à peu près le même nombre de feuilles que dans les autres pays. Il faut arrêter de divaguer là-dessus. Il y en a juste une de plus, parce que comme on a beaucoup de communes, beaucoup plus qu'ailleurs, eh ben, il y a des intercommunalités qui regroupent des communes qui ne pourraient pas vivre toutes seules. Voilà la raison. Alors, est-ce que vous voulez procéder à des regroupements de communes par la force? Oui, les gendarmes, vous dites au maire, toi tu vas fusionner avec un tel. Je déconseille, on sera nombreux à penser que ce n'est pas une bonne idée, mais relancer un mouvement de fusion de communes, par le volontarisme évidemment, est évidemment quelque chose qu'on a prévu. Mais donc, c'est pas fondamentalement se focaliser sur les feuilles, c'est vous oubliez qu'il y a de la crème, qu'il y a un goût, qu'il y a tout ça, et qu'au fond il y a un service public quand même local qui fonctionne pas si mal, et qui a besoin simplement d'être profondément éclairci, profondément dépoussiéré, et qu'il y a plein d'élus locaux qui font leur job, quoi. Avant Nicolas, on va prendre une question d'un de nos visiteurs du jour parce que c'est en lien justement avec cette question des collectivités. Et donc je me présente, je m'appelle Thomas, donc de l'IPJ. Je voulais savoir justement par rapport à ça, il est prévu dans le projet de loi de finances un rabot sur les crédits alloués aux collectivités territoriales pour faire des économies de 5 milliards d'euros. Est-ce que c'est soutenable du coup ? Alors il est composé de plusieurs choses. En tout cas, c'est pas la bonne méthode dans l'absolu. Au jour d'aujourd'hui, comme toujours, le choc du calendrier ou le choc d'urgence dont je parlais, quand vous êtes fait dans l'urgence, vous ne faites pas dans la sophistication extrême. Donc on appelle l'État à faire des efforts, grosso modo la moitié de l'effort, les collectivités et la sécurité sociale à faire l'autre partie des efforts. Est-ce que c'est bien dosé ou pas ? Le débat politique est infini là-dessus. On peut évidemment se poser beaucoup de questions. Je connais la part proportionnelle des collectivités au déficit, à l'investissement. Tout ça est parfaitement connu et personne n'apprend rien. Donc c'est assez brutal. C'est possible une année. Mais ça ne peut pas être l'essentiel du dialogue que nous avons avec les collectivités. Donc il faut que derrière ce budget lourd, compliqué, mais qui était au fond inévitable, le gouvernement a fait au mieux dans la difficulté de construction qui est la sienne, bon, en dehors des charges sociales probablement des entreprises. Mais on a voté contre d'ailleurs en PLFSS, là en commission des finances. En commission des finances pour avis là ce matin. Bon. Mais c'est pour ça que la toile de fond, et en fait le ministre chargé de ça, mais sans doute le Premier ministre aussi, et pourquoi pas le Président d'ailleurs. Le rapport que je fais, je ne suis pas totalement branché uniquement collectivité locale ou décentralisation, mais je pense que c'est une des solutions, c'est pas la solution, c'est une des solutions au problème de la France. De mieux décentraliser la décision et de restructurer la dépense publique au travers de cela. C'est au fond comment on exerce le pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir totalement descendant ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que cela? Donc ça nécessite de montrer aux collectivités qu'on engage un dialogue. Il y a des rapports, il y a le mien, il y a un rapport qui avait été fait à côté du mien, qui est celui de Boris Ravignon sur les sujets de simplification, parce que je pensais que je n'avais pas le temps de m'en occuper, etc. Bon, mettons ces rapports qui proposent des choses de fond et qui sont allés très très loin dans la vérification de la faisabilité juridique, de la faisabilité financière, de la faisabilité politique des choses. Mettons ces rapports à la discussion des associations d'élus avec le gouvernement et puis regardons ce qui peut en sortir dans une évolution fondamentale de notre décentralisation. À ce moment-là, bon, les 5 milliards, etc., tout ça, ce sera de mauvais souvenirs. Nicolas. Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous attendiez du Premier ministre qu'il aille plus loin. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce plus loin? Est-ce que c'est sur le fond, sur une conception de la société en général ou aussi sur une mise en ordre
du bloc central qui fiche le camp de tous côtés, semble-t-il. En tout cas, est-ce qu'il vous attendez du chef de la majorité, entre guillemets, de la majorité minoritaire, qu'il rappelle à l'ordre ses chefs de groupe, un ordre commun, collaborateurs, etc. Ça, c'est la première question. La seconde question est d'actualité, une question d'éthique. Le ministre de l'Intérieur a demandé la démission du député qui avait été surpris en flagrant délit d'achat de drogue. Est-ce que vous partagez ce point de vue éthique? Est-ce que vous pensez qu'il doit, cette demande de démission, dans ces conditions, doit s'étendre au sénateur Guerriau qui s'en était pris à une députée, Sandrine Josso? Sur Michel Barnier, c'est vrai que j'attends beaucoup. Mais c'est normal. Et Michel, il a une extraordinaire, on est nombreux à le connaître depuis longtemps, il a un extraordinaire passé, il a exercé beaucoup de responsabilités, il a vu beaucoup de choses sous des angles différents. C'est très important de ne pas toujours avoir le même angle sur quelque chose. Et donc il est, me semble-t-il, l'homme de la situation. Il a un gouvernement nombreux, donc mais il n'a pas de majorité. Donc la seule façon d'en construire une, c'est de le faire sur sa propre vision de la société, qui ne peut pas être en contradiction avec celle du président, parce que je n'ai pas compris qu'on était en cohabitation. Donc une vision partagée, mais avec peut-être plus d'opérationnalité du côté du gouvernement qu'auparavant, où l'Élysée était plus entreprenante. Donc on a besoin d'abord de redéfinir le rôle du président et du Premier ministre, qu'ils redéfinissent eux-mêmes. Je ne parle pas de la Constitution, de choses comme ça, qu'ils redéfinissent correctement ce rôle. Ça m'a l'air de ne pas trop poser de problème, mais le président ne peut pas rester totalement en surplomb. Il doit continuer à s'exprimer et à peser sur la politique au meilleur sens du terme de la nation. Enfin, il était élu pour cela, et donc j'espère qu'il reviendra dans le jeu et pas uniquement, qu'il ne restera pas dans le jeu international. Je pense que c'est important pour le pays. Et je pense que le Premier ministre, il doit, c'est facile de dire il doit, hein, mais bon, il est Premier ministre et il l'a accepté. Donc il faut qu'il bouge, il faut qu'il prenne de la hauteur. Ce projet de loi de finances qui focalise tout, il ne prend pas de hauteur avec le projet de loi de finances. Il est une réponse pratico-pratique au problème qui est le nôtre. Il fallait qu'il l'ait. Mais je pense qu'il a conscience, il est parfaitement conscient d'ailleurs, qu'il faut prendre tout petit peu de hauteur très très vite. Il faut sortir du débat. Est-ce qu'on augmente la flat tax de 2,5%, de 3%, de 4%, de 5%, etc. Il faut sortir de ce débat-là pour essayer de répondre au mieux au sujet de fond que se posent les Français. La santé, l'éducation, l'autorité, l'exercice du pouvoir. Et puis de l'autre côté, une action long terme sur les finances publiques. Donc il faut qu'il lance une action long terme, et c'est pour ça que ce budget ne peut pas rester en l'état. Il doit ouvrir vers les budgets 2026, 27, 28 dans les différentes trajectoires, mais aussi dans leur contenu. Il faut qu'il ouvre tout ça. C'est très compliqué, mais c'est très passionnant. C'est aussi très passionnant, parce que si ça marche, c'est quand même le gros intérêt général, c'est quand même que ça marche. Et je pense qu'on peut trouver des consensus. Encore une fois, consensus, c'est sûrement pas le bon terme, mais on peut trouver des absences de motion de censure. On doit pouvoir y arriver. C'est si on fait rien, ou si on reste scotché à l'idée de savoir si ça va plaire au RN, si ça va plaire à LFI, si ça va plaire à Horizon, si ça va plaire à Renaissance, si ça va plaire à tous les candidats aux élections présidentielles. Enfin, là, vous êtes mort, parce que vous avez tracé tellement de lignes rouges sur votre carte d'état-major que vous ne savez même plus où mettre vos troupes. Et vous n'avez pas tiré un coup de fusil. Donc il faut obliger, au fond, le monde politique à se positionner par rapport aux propositions du gouvernement et du Premier ministre. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'il doit s'occuper de la recomposition de sa majorité. Elle doit venir au travers des sujets dont nous allons discuter. Et puis il y a des sujets dont on ne peut pas discuter, sans doute. On voit bien que sur l'immigration, c'est un sujet particulièrement sensible. Il y a des choses à faire. Bruno Retailleau, d'ailleurs, s'en occupe plutôt bien, je trouve. Donc il met sur la table des choses. Il y a des choses qui peuvent être votées, me semble-t-il, en l'état. Enfin, on verra s'il y a un texte et quel sera ce texte. Et puis il y a probablement des points qui doivent être arbitrés autrement.
et qui ne pourront pas trouver de réponse définitive. La jurisprudence, le rôle de l'Europe, la CEDH. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas des points qui doivent être, et c'est vrai pour d'autres sujets, est-ce qu'il n'y a pas des points qui doivent être renvoyés à la prochaine élection présidentielle? Elle est dans 2-3 ans, enfin 3 ans, 2027. Il y a des points qui ne seront pas gérés avec une coalition telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent l'être. Beaucoup de sujets. Et je pense que ce serait un débat assez démocratique de dire, moi, là-dessus, il y a de profondes divisions dans la société française sur ce point-là. Les sondages le mesurent, profonde division qui se répercute dans l'Assemblée nationale, un peu moins au Sénat, mais se répercute dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est des sujets qui devront être tranchés au boba du grand débat national que représente l'élection présidentielle. Et puis, il y a plein de sujets qui sont des sujets qui ne sont pas de moindre ampleur, mais de très grande ampleur, sur lesquels on peut réellement progresser. Et bien, que la feuille de route, elle soit fixée autour de cela. Sur la deuxième question de Nicolas. Sur la deuxième question, j'en sais rien. Moi, je n'aime pas les sanctions comme ça. Je pense qu'il y a la justice qui est faite pour ça. Je pense simplement qu'un parlementaire, il doit être le plus exemplaire possible. Bon, c'est facile à dire, c'est parfois difficile à faire, mais... Et puis ça dépend du curseur d'exemplarité qu'on place. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on considère que les consommateurs, au fond, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealer, quoi. Et que donc une partie de la réponse sur ce phénomène effroyable qui est la gangrène de la société française par le trafic de drogue, il passe certes par la lutte contre les trafiquants de drogue, mais aussi contre une lutte très importante contre ceux qui consomment. Donc un député consomme et donc nourrisse au fond d'une certaine façon le trafic de drogue, et avec tout ce qui va avec, n'est évidemment pas une bonne manière d'exercer son mandat. Maintenant, on ne peut pas demander à un député de démissionner. Seule la jurisprudence peut le rendre inéligible, enfin la justice, pardon, peut le rendre inéligible. Comme le sénateur dont Gérard Larcher a indiqué qu'il devait partir, personne ne peut l'obliger à partir. On va prendre une autre question de nos Bonjour. étudiants en journalisme. Je me présente, Adrien Nero-Di-Bonfils, journaliste en formation à l'IPJ aussi. Alors hier, Virginie Duby-Muller a perdu l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée nationale contre le candidat du NFP, Jérémy Yordanov, alors que la majorité a 19 députés de plus que le NFP. Alors on a vu que tout le monde s'est un petit peu auto-accusé au sein de la majorité pour savoir qui avait la responsabilité de cette défaite. Et du coup, à qui la faute? Et surtout, est-ce que depuis, il y a eu un recadrage de la part, par exemple, de la direction du groupe EPR pour éviter ce genre de dissension à l'avenir au sein de la majorité? Je sais pas, il y a tellement de recadrage qu'on ne sait même plus où est le cadre, si vous voulez. On passe son temps à se recadrer les uns les autres. Moi, je trouve que cette dissolution, elle a accéléré un phénomène qui est celui de la liberté individuelle des parlementaires. Moi, j'ai connu, vous n'étiez pas né, j'ai connu le RPR. Il y avait peu de liberté individuelle pour un parlementaire RPR. Enfin, on pourrait discuter sans doute de la couleur de la cravate du chef, mais encore. Donc, il y avait très peu de liberté individuelle. Aujourd'hui, même les députés dits macronistes de 2017, ils avaient été élus grâce au président, enfin, clairement. Je sais, j'ai battu une candidate, ça a été très difficile. Donc, si elle avait été élue, elle aurait été élue parce qu'elle était la candidate du président. Aujourd'hui, c'est plus ça. Chacun a le sentiment qu'il a gagné, et d'ailleurs c'est vrai, non pas parce qu'il est soutenu, mais parce qu'il se soutient et par son travail. Donc cette liberté, il faut la respecter parce que c'est pas si mal. Je pense que ça correspond d'ailleurs assez bien. C'est bien s'il y a du collectif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de gens qui ont plein de talents et ça donne une bonne équipe de foot ou pas. Ils expriment leur propre... Si leur liberté s'exprime en contradiction avec quand même, grosso modo, les axes collectifs qui font que vous jouez ensemble, ça pose problème. Donc après, les péripéties des nominations, je pense que Renaissance a voté pour Virginie Duby-Muller. Moi, j'ai voté 3 fois pour Virginie. Je l'aime bien, c'est une bonne députée. Il y a très longtemps que j'avais envie que LR travaille avec le bloc dit central. Donc peut-être qu'il a manqué quelques dizaines de voix, mais parce que des députés n'étaient pas là. Une bonne partie des députés étaient là.
Mais peut-être qu'il n'y en avait pas assez. Je pense que la gauche est mobilisée. Plus entre le 2e et le 3e tour, il y a dû y avoir plus de votants. Et je pense que le report des voix du MoDem a dû être, j'imagine, correct. Les députés Renaissance, ceux qui étaient là, ils étaient assez nombreux, mais peut-être qu'il en manquait 10. Si vous ajoutez 10, plus 12, plus... Je ne sais pas si les députés Horizon étaient là. Je pense que LR a dû voter en totalité, j'espère. Mais ces sujets, ils sont... On a vu, enfin, l'affaire des postes, des élections internes, des élections externes, c'est une horreur. Honnêtement, je connais que des frustrés dans cette histoire-là. Et là, on voit un bureau de l'Assemblée nationale dont on a consolidé le côté opposition. Mais c'est terrible. Alors on nous dit toujours, vous devriez gérer comme une entreprise. J'entendais plus, maintenant je le réentends ça. Ouais, enfin, sauf que dans une entreprise, il y a une hiérarchie. Il y a souvent un conseil d'administration qui est à peu près en majorité assez favorable au président du conseil d'administration. Quand le DG déconne, il est dégagé par les actionnaires et par le conseil d'administration, mais ils en retrouvent rapidement un qui correspond. Bon, tout ça n'existe pas. Nous, il n'y a pas de hiérarchie. On dialogue sans arrêt. Dans une entreprise, on prend des décisions, on dialogue dans le secret des conseils ou des comités exécutifs. Nous, on dialogue, mais c'est le propre de la démocratie. Alors, quand il y avait un dialogue structuré entre une grande opposition et une grande majorité, ce dialogue, il était clair, chacun s'y retrouvait. Et là, il est totalement atomisé, archipélisé. C'est probablement ce qui crée beaucoup de troubles, beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que la démocratie, pour continuer à exister, il faut qu'elle ait des règles, mais il faut aussi qu'elle ait des résultats. Et donc on a besoin de résultats. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire des études, il faut décider. C'était un peu ce que je disais, notamment pour le gouvernement qui vient. Il doit prendre pas mal de décisions sur la base des travaux qui ont été menés antérieurement. On va prendre encore une question de l'IPJ Dauphine. Oui, bonjour, Paul Valère de l'IPJ Dauphine également. Au sein de Renaissance, je voulais savoir dans quel camp serez-vous le 7 décembre prochain lors de l'élection de votre chef de parti. Dans quel camp passerez-vous, pro-Borne, pro-Attal Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais vous allez voter, donc... Ouais, mais je m'intéresse pour l'instant au PLF, au PLFSS, à plein de sujets. On aura bien le temps. D'abord, Gabriel Attal n'a pas dit qu'il était candidat. Elisabeth Borne n'a pas dit pourquoi elle était candidate, sur quoi. Moi, je m'aperçois que le parti Renaissance, il n'existe pas. Il n'existe pas, il existe sur le papier. Il y a très très peu de militants, très très peu. Donc c'est souvent des boucles WhatsApp. Et d'abord, le parti n'a jamais existé. Moi, j'étais secrétaire général de l'UMP, de LR, pardon. C'était un parti qui existait avec des hauts et des bas. Enfin, ça existait, il y a des structures, ça existait. Beaucoup. Mais peut-être que c'est difficile de faire fonctionner des partis politiques aujourd'hui. Probablement, le temps n'est pas au parti avec des militants acharnés. Mais en tout cas, sur Renaissance, on n'a jamais essayé. Non, jamais essayé. Enfin, je pense que peut-être le président de la République ne souhaitait pas qu'il y ait un parti trop fort. C'est possible. Moi, je suis dans l'interprétation. Et je pense que là-dessus, comme sur d'autres choses d'ailleurs, mais là-dessus, il a bien réussi. Une dernière question pour terminer sur le budget. Ce matin, le Conseil des ministres devait délibérer de l'autorisation éventuelle pour le gouvernement de recourir au 49.3 sur le budget. Est-ce que vous considérez qu'à un moment donné, il faudra que le gouvernement effectivement prenne ses responsabilités si les débats se déroulent comme en commission et assume de recourir au 49.3 et pas forcément trop tard? Ou est-ce qu'il faut laisser se dérouler les débats, peut-être même aller jusqu'au vote, voire au rejet dans l'hémicycle? Qu'est-ce que... Vous me demandez mon opinion personnelle. Moi, je n'ai pas la même opinion qu'une partie de mes collègues. Moi, je pense que le plus tôt, c'est le mieux.
Pour plusieurs raisons. On sait que de toute façon, ce texte, il a été dénaturé en commission, il sera dénaturé en prenant plus de temps, mais ça donnera le même résultat, ou à peu près. Il sera totalement dénaturé par l'Assemblée nationale. Et donc on va être amené à voter contre notre propre texte. On l'a déjà fait une fois en commission, on peut toujours le refaire. Bon, au fond, est-ce qu'on a gagné du temps ? Je ne suis pas sûr. La France, elle n'a pas le temps. Et ce projet de budget, je le disais, c'est pas un projet structurant. C'est une réponse à notre problème, qui est un problème lancinant de finances publiques. Donc c'est une bonne réponse. Attention, je ne dis pas que c'est une bonne réponse, une réponse adaptée en volume et qui, grosso modo, quand même, fait une répartition de l'effort entre recettes et dépenses à peu près acceptable, et avec des mesures souvent ciblées et transitoires. Donc, allons-y. Enfin, pourquoi rester exposé sur ce qui nous divise tant ? Pourquoi rester exposé sur des débats généraux, les riches doivent payer, les grandes entreprises sont des multinationales sans foi ni loi, on le disait déjà dans les années 70. Enfin, tous ces débats que redécouvrent un certain nombre de jeunes députés, on les avait déjà eus. Donc peut-être qu'on peut passer à autre chose. Et je pense qu'on doit passer très vite à prendre de la hauteur, proposer des réformes structurantes. Et pour proposer des réformes structurantes, il faut dégager du temps parlementaire et dégager du temps de neurones aussi. Du gouvernement. Donc je pense que ça ne choquera aucun Français que le débat il ait duré 3 jours de moins ou 3 jours de plus. Je pense vraiment. Donc voilà, il faut qu'il y ait... Hier, on a débattu, c'était plutôt intéressant. Donc je ne fixe pas, je ne dis pas que ça va être absolument dans l'heure qui vient. Bien sûr que non. Mais à un moment donné, il faut passer la balle au Sénat et puis utiliser les moyens qui sont les nôtres. Et si certains veulent censurer le gouvernement, eh bien qu'ils le censurent. Je pense qu'il faut vraiment oser. Enfin, il faut réapprendre à oser. On restera sur ce mot. De la fin, merci beaucoup Éric Woerth de nous avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui. Merci aux étudiants de l'IPJ Dauphine et à Nathalie Moret, questions qui ont suscité des réponses plutôt franches de votre part. Merci beaucoup à tous.